Plus attendre débuter par une réflexion sur la probité de l'agent public et la probité du salarié, avec des regards croisés et un tandem sur ma gauche, avec Olivia Buxon, qui est professeur à l'Université d'Évry, et puis Jérôme Porta, professeur à l'Université de Bordeaux. Je leur donne la parole en disant qu'il y a jusqu'à 16h, donc 35 minutes à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, pour commencer, je tiens à remercier très chaleureusement Alexis Arcade de nous avoir conviés à ce colloque. Je le remercie d'autant plus qu'il finalement m'a permis de bousculer un petit peu mes habitudes en travaillant en binôme, ce que je n'avais pas fait, je crois, depuis la classe de 4e, et du coup de travailler avec un travailliste en plus, ce qui, pour réagir aux propos de Jacques Caillos de ce matin, n'est pas si facile. On s'est rendu compte qu'on ne parlait pas forcément le même langage, que derrière le terme d'obligation, par exemple, on ne donnait pas la même signification, et ça a pu parfois entretenir certains malentendus, mais je crois qu'au final, on a réussi à s'entendre. Oui, voilà. Merci Alexis pour cette invitation qui a été, on l'a déjà vu, qui était vraiment une très très bonne idée sur un thème absolument passionnant. Et c'est vrai que avec Olivier, on a découvert les délices du comparatisme et de ses complexités, à savoir est-ce qu'on comparait les règles, est-ce qu'on comparait les raisonnements, est-ce qu'on comparait les solutions, est-ce qu'à la fin, quand une solution était pareille, est-ce que le droit positif était pareil, enfin, évidemment, toutes les questions que vous avez rencontrées, et ça m'a permis, moi, de regoûter à cette position rare qui est d'être le camarade d'un exposé de 4e, ce qui va aussi replonger lointainement. Et vous allez voir, ça peut ressembler à un exposé de 4e. On va voir ça dans un instant. Alors oui, pour commencer, on a eu du mal à appréhender la notion de probité pour plusieurs raisons. Parce que c'est une notion qui semble a priori relever davantage de la morale que du droit. Si on considère la définition qu'en donne le petit Robert, il dit que la probité, c'est une vertu. Une vertu qui consiste à observer scrupuleusement les règles de la morale sociale, les devoirs imposés par l'honnêteté et la justice. Par ailleurs, les frontières qui séparent la probité d'autres notions, comme l'intégrité par exemple, le désintéressement, la dignité et même l'impartialité et la loyauté, apparaissent particulièrement ténues pour le petit Robert et intègrent celui qui est d'une probité absolue. On a l'impression que les termes probité et intégrité sont tout à fait interchangeables. Alors on va voir que l'exigence de probité n'a pas été réceptionnée de la même façon en droit de la fonction publique et en droit du travail. Dans la fonction publique, l'exigence de probité est ancienne, même si le terme n'a pas toujours explicitement figuré dans les textes. Elle a d'abord été comprise comme un devoir de désintéressement. C'est ainsi que la grande ordonnance de Louis IX sur la réforme de l'administration et la police du royaume de 1254 disposait que, je cite, « les agents du roi jugeront qu'ils ne prendront ni ne recevront par eux-mêmes ou par d'autres ni or, ni argent, ni avantage indirectement, ni autre chose, à l'exception de fruits, de pain ou de vin, ou autres présents jusqu'à concurrence de la somme de 10 sous, et cette somme ne doit pas être dépassée. » Les révolutionnaires, quant à eux, considéraient que les fonctionnaires devaient être particulièrement exemplaires et ont cherché à lutter contre la corruption. De même, à la fin du XIXe siècle, parmi les 6 qualités attendues d'un fonctionnaire, 6 qualités recensées par Paul Ferrand, figurait la probité toujours associée au désintéressement. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que le devoir de probité des agents publics est lié à la particularité de leur fonction, qui est servir l'intérêt général. Au regard des interférences qui peuvent exister entre intérêt général, intérêt du service, intérêt particulier, on veille à ce que les agents publics ne profitent pas de leur position, surtout lorsqu'ils occupent une position d'autorité. Autrement dit, ils doivent servir et surtout pas se servir. Dans la fonction publique, la probité peut aujourd'hui être qualifiée de catégorie juridique, au sens où cette notion est présente dans les textes, dans la jurisprudence également, et au sens où elle produit des effets juridiques. Alors, si le terme probité n'est pas expressément mentionné dans les statuts de 1946
et de 1959. On sait que depuis quelque temps, avec la loi du 20 avril 2016, le terme a été intégré dans le statut général des fonctionnaires, puisque l'article 25 dispose désormais que le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Et on peut préciser que de nombreux codes de déontologie se réfèrent explicitement à la probité. Parfois, on indique les implications. Il y a un très bon exemple du code de déontologie de la police et de la gendarmerie nationale qui date de 2014, qui a été intégré dans le code de la sécurité intérieure. Il est dit « Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions avec probité. Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n'utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions, etc. » Il y a des déclinaisons de la probité. Donc il apparaît que pour les agents publics, le manquement à la probité va au-delà de la faute disciplinaire. Si on reprend les mots du président Vigouroux, il s'agit d'un détournement de la mission. Alors on va voir qu'en droit du travail, la réception de la probité s'est faite d'une toute autre façon. Oui, juste un mot pour dire que être convié à parler de la probité du salarié, non pas que les salariés manquent de probité, mais c'est un peu une question en piège. Il faut prendre quelques précautions d'usage avant de s'engager immédiatement dans l'étude et la description du droit positif. D'abord, pour dire une presque évidence, c'est qu'en matière de droit privé, en matière de droit civil en tout cas, il y a un certain écart à l'égard de la question de la morale et de la moralisation. Quelle est la règle de comportement entre deux parties à un contrat de droit privé? C'est d'abord le contrat, et c'est la loi du contrat. Et on n'a pas pour habitude, en matière contractuelle, d'aller chercher ailleurs, dans la moralisation, des règles de déontologie entre contractants. Et donc, a priori, le contrat de travail, c'est un contrat, donc pourquoi aller chercher ailleurs? Justement, ici, la question de la probité et de la morale permet de saisir quelque chose des spécificités du droit du travail et des spécificités disciplinaires du droit du travail. Pour le rendre sensible, je voudrais aborder ça sous deux angles en introduction. D'abord, dire un mot, puisqu'on a commencé par des imaginaires et de la mythologie, dire un mot de l'imaginaire et de la mythologie du droit du travail, et puis ensuite dire un mot plus sur le champ doctrinal lui-même. Mais sur la mythologie et du droit du travail, il y a probablement quelque chose qu'il faut raconter. Je ne sais pas si ça relève de la mythologie, mais sur les pratiques professionnelles et sur leur relation à la morale. Et c'est vrai qu'en citant le dictionnaire, la définition du petit Robert, évidemment, il faut avoir en conscience qu'il y a aussi une morale professionnelle. Il y a une pratique professionnelle qui n'est pas la pratique commune, ordinaire et quotidienne. Le vol, souvent, ça a été pendant longtemps la récupération du salaire ouvrier sur le dos du patron. L'utilisation des outils de l'entreprise, ça a été quelque chose de quasi normal. Et ces vieilles pratiques, en réalité, on les retrouve encore aujourd'hui. C'est utiliser la voiture de l'entreprise pour conduire ses enfants à l'école, utiliser son téléphone portable pour appeler un conjoint, utiliser son ordinateur portable acheté par l'entreprise pour des activités privées, récupérer ou glaner dans l'entreprise des produits, utiliser la carte bleue de l'entreprise à des fins privées quand on est un salarié expatrié. Ça peut être dans les pratiques professionnelles des choses qu'on appelle rémunération indirecte. Et ça peut correspondre à un moment donné à une forme de normalité des relations professionnelles. Et donc, il ne faut pas perdre de vue que l'exigence de probité juridique, les qualifications de vol, d'escroquerie, enfin, on peut les égrener, c'est des qualifications qui, souvent, sont extérieures à l'activité professionnelle, ou en tout cas, à un moment, peuvent heurter une forme de normalité professionnelle. Et c'est aussi ce qui se joue. Par exemple, le mensonge taiseux du salarié, c'est une manière de résister à l'indiscrétion patronale. Et c'est une tension entre la normalité professionnelle et la normalité du droit qu'on ressent malgré tout dans certains arrêts ou dans certaines décisions qu'on va évoquer. La deuxième chose, et c'est probablement lié, c'est que dans le champ doctrinal, la question de la probité a un statut un peu particulier, elle a une fonction un peu particulière. D'abord, c'est pour la discipline travailliste, c'est-à-dire ce savoir sur les règles, un des lieux d'achoppement entre deux grandes grilles de lecture, deux grandes
thèses qui ont structuré le droit du travail entre la thèse contractuelle et la thèse institutionnelle. Et c'est notamment autour de ces questions de probité, fidélité, loyauté que se sont écharpés les membres de la doctrine pour essayer de démontrer qu'il fallait lire le droit du travail selon une vision contractuelle ou selon une vision institutionnelle. Ce qui fait qu'une partie des descriptions ou des débats qu'on va avoir, il faut avoir conscience que souvent, c'est des débats qui sont surdéterminés. C'est-à-dire, quand on emploie le mot loyauté, on ne pense pas au schème du contrat en droit du travail, on pense plutôt au schème institutionnel où il y a, non pas un employeur, un contractant, mais un chef d'entreprise. Et toute une partie des descriptions doctrinales, souvent, ont cherché dans ces mots, dans leur emploi par le juge ou par le législateur, une sorte de preuve de faveur faite à leur thèse. Alors évidemment, maintenant, ce débat entre théorie contractuelle et théorie institutionnelle, elle est un peu passée, si on dit les choses honnêtement, et ça relève un petit peu du débat sur le sexe des anges. Sauf que, et vous l'avez entendu, on a toujours ce débat sur quel est le fondement véritable du pouvoir. Est-ce qu'il est de fait, est-ce qu'il est de droit, est-ce qu'il est dans le contrat ? Et c'est assez remarquable quand on file les manuels, quand on les lit assez rapidement, de voir que la probité, les arrêts sur la probité qui emploient le mot probité sont sortis en quelque sorte, mais pour immédiatement leur faire dire un peu plus comme vision du droit du travail. Ce qui ne veut pas dire que la terminologie en droit du travail est fixée et vous allez le sentir entre loyauté et probité, probité et fidélité. En fin de compte, on passe dans le discours doctrinal ou dans le discours prétorien de l'un à l'autre de ces termes sans que ça soit vraiment nécessaire, enfin que ça soit vraiment distinct, et cela pour une bonne raison. Et c'est mon dernier point d'introduction, c'est que la question de la probité, c'est important, ça n'est pas une question qui fait l'objet d'un traitement systématique du côté de la doctrine du droit du travail. Ça n'est pas une question thématisée. Il n'y a pas de question de la probité en droit du travail. Il y a une absence de conceptualisation de ce problème qui ne fait pas véritablement problème, probablement pour plusieurs raisons. D'abord, pour ne pas donner des gages soit à une revendication patronale qui est d'imposer loyauté et probité aux salariés au-delà du contrat de travail, soit aussi en raison du traitement de la probité par la catégorie du droit disciplinaire, qui, comme on le verra, relève du droit disciplinaire et étranger aux catégorisations. Je m'expliquerai sur ce point. Ça ne veut pas dire qu'on ne retrouve pas l'expression de probité. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des emplois contemporains de l'expression de probité, comme il y a des emplois contemporains de l'expression de loyauté. C'est intéressant de relever que ces emplois, soit dans la doctrine, soit surtout devant la Chambre sociale, ont une fonction souvent essentiellement rhétorique. C'est pour marquer que le comportement répréhensible du salarié est d'autant plus répréhensible qu'il atteint à la probité. Et c'est souvent pour faire remarquer que le salarié avait une exigence de probité supplémentaire. Exemple, pour vous montrer que la référence à la probité n'est pas neuve, exemple d'un arrêt de 1964 où il est reproché à un salarié d'avoir commis une faute, nous dit-on, par un cadre sur la probité duquel l'employeur devait absolument compter. Le cadre avait ici perçu des commissions illicites auprès de fournisseurs. Le fait que son comportement soit disciplinairement répréhensible était évident. La référence à la probité ici sert juste d'argument rhétorique en quelque sorte. C'est ce qu'on va voir. Alors on va essayer de traiter cette question en deux temps. En regardant, vous allez voir, on a essayé de trouver un plan très classique entre convergence et divergence. Et vous allez voir, on va vous présenter d'un côté le droit du travail et de la fonction publique dans un premier temps, puis l'autre point toujours en comparant, avec des convergences qui vont se révéler étonnamment divergentes, donc des fausses convergences, et on dirait vraiment qu'on l'a fait exprès, mais c'est en discutant ce matin, on a des divergences qui sont assez convergentes, donc des convergences divergentes, des divergences convergentes. Voilà, donc dans un premier... Vous me direz si ça vous convainc. Dans une première partie, on va s'intéresser au contenu faussement divergent, faussement convergent, pardon, des exigences de probité. Alors, l'existence de soubassements communs au droit de la fonction publique et au droit du travail en matière de probité ne doit pas masquer effectivement des exigences de probité spécifiques au secteur public et au secteur privé. La réception de la probité apparaît en effet différente selon que l'on se place sous l'angle du statut ou sous l'angle du contrat. Alors que le devoir de probité fait partie du noyau dur de la déontologie
et aussi de la discipline de la fonction publique, on verra que l'obligation de probité en droit du travail est moins évidente à saisir. Donc commençons par le devoir de probité, je dis bien le devoir, qu'on distinguera de l'obligation de probité en droit du travail, le devoir de probité en droit de la fonction publique. Alors dans la fonction publique, le devoir de probité est prévu par des textes relevant du droit de la fonction publique et du droit pénal. La probité implique aussi un certain nombre de principes généraux du droit, comme par exemple l'interdiction faite aux agents publics de se faire directement ou personnellement rémunérer par les usagers du service, principe général du droit dégagé en 1936 par le Conseil d'État dans l'arrêt Société les armateurs français. Alors après, si pour certains, on doit vraiment faire une distinction entre déontologie et discipline, le manquement au devoir de probité des agents publics peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire, voire d'une sanction pénale. Et ainsi, à mon sens, la probité se situe vraiment à l'intersection de la discipline et de la déontologie. Elle tente à diffuser finalement un modèle de comportement chez les fonctionnaires. Alors précisons qu'au regard de la probité, les agents publics sont soumis au droit pénal général, évidemment, mais également à un droit pénal spécifique. Droit pénal spécifique qui se décline en infraction spécifique qualifiée d'atteinte à l'administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique. Outre les abus d'autorité, les articles 432-10 à 432-16 du Code pénal concernent ce qui est expressément qualifié de manquement au devoir de probité. Manquement au devoir de probité relève de ces manquements la concussion, la corruption passive, le trafic d'influence, la prise illégale d'intérêt, mais aussi les atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession, et la soustraction et le détournement de biens. Mais parallèlement à ces infractions spécifiques, constituent des manquements à la probité des délits plus généraux, notamment les actes de vol et de dissimulation, ou plus généralement de mensonge. En ce qui concerne le vol, tout d'abord, les arrêts du juge administratif sont très nombreux en droit de la fonction publique, et certains comprennent explicitement le terme de probité, d'autres pas. Je vais donner quelques exemples. Le terme de probité est expressément employé, par exemple, dans un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 12 septembre 2017, Monsieur A. Il s'agissait d'un gardien de la paix qui avait dérobé une sacoche et une somme d'argent de 127 € qui avait été déposée dans le coffre-fort des objets trouvés du commissariat. Puis il avait indiqué sur le registre des objets trouvés que la sacoche et l'argent avaient été restitués à leur propriétaire légitime. Et bien dans cette affaire, le juge administratif a estimé, je le cite, « qu'eu égard la nature des faits au devoir de probité et d'exemplarité dans les fonctions de gardien de la paix, la révocation prononcée par le ministre ne présente pas un caractère disproportionné ». Alors après, on peut se demander si le devoir de probité est associé à certaines fonctions seulement. On répondra par la négative. Par exemple, dans un arrêt de la Cour administrative d'appel du 4 juillet 2017, un Cour administratif d'appel de Versailles également, eh bien, le juge administratif se réfère au devoir de probité attaché à la qualité de fonctionnaire. Donc un devoir de probité plus général. Alors après, sur Légifrance, on recense un certain nombre de décisions de juridiction administrative comprenant expressément le terme vol et le terme probité. Mais on doit préciser qu'il y a de nombreux arrêts qui ne mentionnent pas expressément le terme de probité, mais pourtant il est bien question de sanctionner les actes de vol. On peut citer à ce titre un arrêt bien connu du Conseil d'État du 30 avril 2004, l'arrêt La Poste, où le Conseil d'État indique simplement que M. X s'est introduit dans le bureau de poste où son épouse exerçait ses fonctions pour y dérober 2 livrets d'épargne. Et quels que soient les motifs d'ordre privé invoqués par M. X, de tels faits constituent, eu égard notamment aux fonctions de ce dernier, une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Donc là, le terme probité n'apparaît pas, mais il est bien question de cela. Alors après, en ce qui concerne les mensonges,
On trouve également des manquements au devoir de probité. On trouve d'ailleurs sur Légifrance à peu près 90 décisions du juge administratif comportant les termes probité et faux. Le terme probité est faux. Par exemple, un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 20 juin 2014 qui indique l'existence d'agissements contraires à la probité s'agissant d'une fonctionnaire qui avait rédigé un arrêté lui attribuant un indice et un échelon auquel elle n'avait pas droit. Donc là, il s'agissait bien d'agissements contraires à la probité. Alors après, on peut préciser que l'absence d'intention de nuire à l'administration ne permet pas de soustraire l'agent menteur à une sanction. Il y a plusieurs arrêts que l'on peut citer, mais par exemple un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 3 novembre 2015. Et là, le juge administratif dit que les agissements de faux et usage de faux reprochés à l'intéressé ont inévitablement porté atteinte à la nécessaire confiance que doit légitimement pouvoir avoir l'administration en son agent. Et puis après, il y a des affaires qui combinent mensonges et vol. Je pense notamment à un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 12 juillet 2016, dans lequel le juge estime que les faits reprochés constituent un manquement grave à l'obligation de probité, puisque cela avait été accentué par le fait que le fonctionnaire ait menti sur l'étendue d'une falsification de chèques. Et donc, ce que dit le juge, c'est que ça a altéré aussi le lien de confiance qui doit s'établir avec l'employeur. Donc, si le vol est parfois également sanctionné, on va le voir par le droit du travail, il ne semble pas que la rupture du lien de confiance entre salarié et employeur soit déterminante. Pour le droit du travail, je vais essayer de vous présenter l'équivalent pour essayer qu'on puisse mener un petit peu cette comparaison. Et vous allez voir, la manière dont on a présenté correspond exactement aux difficultés de nos débats. On n'a pas arrêté de se demander, mais est-ce que ce qui est différent est pareil? Est-ce que ce qui est pareil est différent? Et donc, je vais le présenter en deux temps. D'abord, en vous présentant la manière dont sont saisies les exigences de probité, puisque ce n'est pas catégorisé dans le droit du travail, avant de travailler sur deux cas, deux exemples, comme Olivia, le vol, le mensonge, qui nous ont paru deux points d'épreuve intéressants. Alors d'abord sur la manière dont dont sont traités les problèmes liés ou les questions de probité. Ici, pour l'essentiel, et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de catégorisation, la probité à proprement parler, c'est que c'est traité sous l'angle du pouvoir disciplinaire de l'employeur. L'employeur a un pouvoir disciplinaire, et donc il a la possibilité de sanctionner les comportements fautifs du salarié. Et comme on est en matière disciplinaire, il y a certes la possibilité d'imposer une légalité des peines, mais pas une légalité des infractions. Donc l'employeur n'a pas à préciser ex ante quelles sont les fautes qu'il pourrait reprocher aux salariés. Ça peut être lié à des règles explicites, certes de droit pénal, mais l'employeur n'est pas lié à la légalité pénale. Ça peut être lié à des règles de déontologie, mais ça n'est absolument pas décisif. Ce qui va être pris en considération, c'est la normalité du comportement. Alors on peut citer pas mal d'exemples. Dissimuler à son employeur une erreur de comportement, ça relève d'un comportement fautif, et donc je pense qu'on peut le rattacher à un problème de probité. Remettre en vente sous un nouvel emballage de la viande périmée dans un supermarché, hormis que ça donne envie de manger du poisson, ça n'est pas un comportement très propre, évidemment, ça peut appeler une faute. Et si on essaie de rentrer un peu plus dans le droit disciplinaire, mais c'est une matière assez friable, quand on essaie de voir qu'est-ce qui est fautif, dans la manière d'en rendre compte dans le discours doctrinal, généralement on relève que c'est aussi délié de la question de savoir si le comportement vise l'employeur. Par exemple, un vol commis à l'égard d'un client est tout aussi fautif, et évidemment est lié à un problème de probité. Ce n'est pas nécessaire que ça cause un dommage à l'employeur, c'est-à-dire le fait de détourner au préjudice d'un client des sommes d'argent, toujours la même question. L'autre aspect, c'est on peut regarder la question de la gravité de la faute.
Et là, c'est peut-être un peu plus intéressant du côté du droit du travail où il y a deux aspects un peu symptomatiques. La première chose, c'est la gravité de la sanction prononcée à l'égard de la faute. Et ici, une chose qui est assez remarquable, c'est que certains comportements font l'objet d'une tolérance, ou peuvent faire l'objet d'une tolérance. Par exemple, l'utilisation à des fins personnelles du matériel de l'entreprise, ça fait l'objet effectivement d'une tolérance de la part des juges, ce qui renvoie, vous l'avez vu, à ces pratiques professionnelles que je visais. C'est évidemment utiliser sans son autorisation la tondeuse de votre voisin, c'est une faute morale grave. Utiliser le téléphone de l'entreprise, ça ne constitue pas forcément une faute. Évidemment, avec des limites à la tolérance, mais j'ai à peine besoin de les évoquer parce qu'elles paraissent assez logiques. Le fait d'utiliser continuellement le téléphone de l'entreprise à des fins personnelles, le fait d'utiliser les outils de l'entreprise pour, alors non pas les utiliser simplement, puisque là on est dans la tolérance, mais l'utiliser, les outils de l'entreprise, les véhicules de l'entreprise, la manœuvre de l'entreprise pour construire pas moins de 3 pavillons, effectivement c'est un comportement qui constitue une faute grave. Et puis il y a une variation en fonction probablement du statut du salarié, en le pressant, par exemple, le fait de faire fabriquer pour un cadre une maquette pour son fils, avec l'atelier, dans l'atelier de l'entreprise et par les salariés de l'entreprise, c'est un comportement fautif. Et à l'inverse, la faute peut être aggravée, par exemple, jusqu'à non pas la faute grave, mais la faute lourde, qui permet de mettre en cause la responsabilité civile du salarié, notamment lorsqu'on arrive à démontrer une intention de nuire du salarié, mais dans ces cas-là, la jurisprudence, de manière assez classique, est très restrictive. Mais donc c'est plutôt un traitement disciplinaire, et c'est dur de rentrer dans une description très précise en casuistique, vous l'avez compris. Plus précieux est peut-être une comparaison par cas. Alors, sur le vol, ici, c'est peut-être là où on peut tracer des lignes forces. Sur le vol, c'est un domaine qui sert un peu de cas d'école pour évaluer la sévérité en matière d'honnêteté du salarié. Pendant longtemps, et c'est ça qui était remarquable, enfin qui était remarqué plus que remarquable en droit du travail, c'était l'extrême sévérité de la chambre sociale. Il n'y avait aucune équivalence entre la sanction et la gravité du vol. La compréhension de qui vole un œuf, vole un bœuf, là, a été parfaitement passée. C'est un salarié qui volait des lacets dans un supermarché une fois, évidemment une faute grave qui permet de le licencier sans préavis, sans indemnité de licenciement. Mais progressivement, aujourd'hui, la chambre sociale, probablement plus sensible à l'évolution des mœurs, enfin, se montre plus tolérante. Et donc, dans un arrêt du 21-2000, on apprend que le fait d'avoir donné 2 sandwichs à un client ne constitue pas une faute grave. Donc, c'est probablement une faute sérieuse qui permet de licencier le salarié, mais pas une faute grave. Donc, il y a un abaissement de la sévérité. Ou par exemple, le fait, plus proche de nous, le fait de licencier, le licenciement d'une salariée dans une pharmacie qui avait 37 ans d'ancienneté pour avoir dérobé un cosmétique de faible valeur, là, c'est un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc, c'est vrai qu'on voit une certaine atténuation de la sévérité en matière de vol, qu'il ne faut pas exagérer, puisque, et ça c'est spécifique au droit du travail, et ça permet de comprendre comment se construisent les questions de probité en droit du travail, il y a sur le vol une autre jurisprudence classique extrêmement marquante, qui est un contentieux pénal, cette fois, contre les salariés qui sont accusés de vol lorsqu'ils photocopient des documents de l'entreprise pour préparer leur défense. C'est une stratégie patronale très ancrée. Quand le salarié photocopie des documents de l'entreprise, eh bien, il dérobe, il vole, et donc il y a un contentieux pénal, avec toute une jurisprudence qui a évolué pour permettre aux salariés, malgré tout, de se constituer des preuves, parce que dans cette asymétrie du droit du travail, le salarié était très empêché. Donc, quand c'est strictement pour préparer sa défense, effectivement, le salarié a la possibilité de faire ses photocopies sans être incriminé de vol. Un récent arrêt de la Chambre sociale nous a montré qu'il ne fallait pas croire que tout lui était permis. Par exemple, un salarié qui, après avoir perdu ses bulletins de salaire, avait cru pouvoir photocopier les bulletins de salaire, les originaux de son employeur, notamment dans l'éventualité, mais lointaine peut-être d'une action en justice, mais probablement trop lointaine, a pu parfaitement être licencié pour faute, en estimant que son comportement n'était pas couvert par la protection des droits de la défense. Du côté du mensonge, c'est probablement là où on trouve peut-être un tropisme du droit du travail, où effectivement, dans un certain nombre de configurations, deuxième cas, le salarié a la possibilité
de mentir. Et ce qui dénote ici la manière dont on peut être traité la question de la probité de manière un peu différente quand on est en contrainte de la subordination, quand on est dans cette asymétrie du pouvoir. D'abord, il y a tout un ensemble de domaines où le salarié a purement et simplement un droit de mentir. Et ça, c'est important. Dès lors que l'employeur se montre d'une indiscrétion qui n'est pas licite. Par exemple, quand l'employeur, au moment de l'embauche, interroge le salarié sur des éléments sans rapport avec son activité professionnelle. Ici, le Code du travail nous explique que le salarié a l'obligation, le candidat a l'obligation de répondre de bonne foi aux demandes d'information en lien avec l'activité professionnelle. Donc, à tout contrario, en dehors, il a parfaitement le droit de répondre de mauvaise foi. Ce qui fait que si vous autres étudiants, un jour, on vous demande quel sport vous faites, vous n'oubliez pas de ne jamais répondre que vous pratiquez la lecture ou les échecs, mais que, comme tout le monde, vous faites le rugby, qui est un sport collectif valorisé par les ressources humaines. De la même manière, une salariée peut mentir sur son état de grossesse sans que l'employeur puisse lui reprocher. On a envie de dire heureusement, le simple fait qu'il y ait un contentieux me montre à quel point ça peut rencontrer, là aussi, une vision patronale de l'éthique du travail un peu déformée. Et dans certains domaines, il y a une tolérance au mensonge, je vais un petit peu vite, mais par exemple en matière au moment de l'embauche et dans la fabrication du CV, il y a toute une jurisprudence sur le dol, où dans une certaine mesure, le fait pour le salarié d'avoir lourdement enjolivé son CV ne va pas systématiquement être sanctionné au titre du dol. Et éventuellement, l'employeur peut rechercher, mais c'est un terrain non disciplinaire, à démontrer que le salarié ayant menti sur son diplôme n'a pas les compétences pour faire le travail, mais dans ces cas-là, il est plus sur le terrain du dol et de l'annulation du contrat, mais sur le terrain du licenciement pour insuffisance professionnelle, ce qui est un tout autre terrain. Et vous avez vu qu'ici, on sort clairement d'une évaluation morale, si on veut savoir si la personne est compétente ou pas si elle a menti ou pas, avec une récente jurisprudence qui montre que malgré tout, quand le diplôme est nécessaire à l'exécution du travail, bah évidemment, ici, on retombe sur la nullité. Alors, si on a vu que des caractéristiques spécifiques, respectivement en droit de la fonction publique et en droit du travail, apparaissaient dans les éléments de convergence, finalement des exigences de probité, on va voir à présent que la probité a des implications différentes dans le secteur public et dans le secteur privé. Donc, c'est la deuxième partie, on est un peu en retard, des implications spécifiques. Alors qu'en droit de la fonction publique, le devoir de probité, dont les exigences ont été récemment renforcées par la loi de 2016, vise essentiellement, on va le voir, à moraliser la fonction publique pour pallier la défiance dont elle fait parfois l'objet. Rien de tel en droit du travail. Rien de tel en droit du travail où le devoir de probité est souvent instrumentalisé pour renforcer le pouvoir de l'employeur. Mais finalement, donc, dans ces éléments de spécificité, de particularisme, on va voir qu'il y a une convergence au sens où, dans les deux cas, la probité est instrumentalisée pour légitimer le pouvoir. Donc tout d'abord, moraliser les fonctionnaires pour légitimer l'administration. Alors, il y a certaines personnes qui tiennent à distinguer morale et déontologie. Il semblerait qu'en droit de la fonction publique, l'exigence de probité déborde le cadre professionnel. On constate effectivement que ce devoir ne se restreint pas du tout au service. Il le dépasse, aussi bien d'ailleurs dans le temps que dans l'espace. Dans l'espace, tout d'abord, le devoir de probité s'applique hors des murs de l'administration, en dehors du service. Il en est ainsi, par exemple, des agents publics qui volent alors qu'ils ne sont pas en service, comme l'illustre un arrêt célèbre, l'arrêt Rubio du Conseil d'État du 6 mai 1996, qui concernait un garde champêtre qui avait volé sur un chantier des matériaux en dehors de son service, et il a été sanctionné pour cela. Plus largement, en droit de la fonction publique, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire s'il ne jouit pas de ses droits civiques. Donc on peut dire que le devoir de probité est bien plus large que finalement le comportement dans le cadre du service. Après, le devoir de probité
déborde le cadre du service dans le temps. Pas seulement dans l'espace, mais dans le temps, puisque pour intégrer la fonction publique, les candidats ne doivent pas avoir d'antécédents pénaux. Plus précisément, les mentions portées au bulletin numéro 2 de leur casier judiciaire ne doivent pas être incompatibles avec l'exercice de leurs fonctions. Et en la matière, le juge administratif fait preuve d'une certaine sévérité, notamment pour certaines catégories d'agents, comme les agents de sécurité et de surveillance. Je vous renvoie à un arrêt du 25 octobre 2004, préfet de police, contre Madame de Souza. Après, ce que l'on peut également indiquer, c'est que certaines fonctions requièrent des conditions particulières. Je pense notamment à l'article L911-5 du Code de l'éducation qui dispose « sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ». Par ailleurs, le devoir de probité est exigé également lorsque l'agent veut quitter ses fonctions, c'est-à-dire que là, ce devoir de probité va s'exprimer au travers de la réglementation encadrant le pantouflage, réglementation qui a été renforcée par la loi du 20 avril 2016. Donc, ce devoir de probité des fonctionnaires apparaît particulièrement exigeant, contraignant, et comme l'indique le président Vigouroux, je le cite, « Les grands réformateurs politiques ont voulu laisser leur marque sur le sujet des devoirs et de la déontologie des chargés de fonction publique. Ils percevaient que l'État n'existe pas sans forte déontologie de tous ceux qui le servent et donc le représentent. » Et c'est là-dessus que j'aimerais maintenant insister. Finalement, c'est parce que l'administration est régulièrement décrédibilisée par certains comportements qu'on insiste à intervalles réguliers à un renforcement du devoir de probité et de ses différentes déclinaisons. Ça s'observe à intervalles réguliers, particulièrement en période de crise, et notamment depuis les années 1990, période où l'administration a commencé à faire l'objet d'une défiance croissante, en même temps que l'État. Et là, on se rend compte que la probité des agents publics rejoint finalement la probité de l'action publique. Donc on pense à différentes lois des années 1990, la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption, la loi du 28 juin 1994 qui encadre les départs des agents publics vers le secteur privé, les lois de 1995 sur le financement de la vie politique également, et l'encadrement du pantouflage, les règles qui visent à limiter les conflits d'intérêts, cherchent finalement à chaque fois à redonner du crédit aux fonctionnaires, souvent perçus, il faut le dire, comme des profiteurs. Souvent perçus comme des profiteurs, au même titre que les membres de l'élite politique. Et d'ailleurs, ce que l'on voit apparaître depuis quelque temps, ce sont des devoirs communs relevant de la probité, des devoirs communs imposés tant au personnel politique qu'aux fonctionnaires. C'est particulièrement vrai dans la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, pas seulement de la vie politique. Et l'article 1er de cette loi dispose que les membres du gouvernement, les personnels titulaires d'un mandat électif local, ainsi que celles chargées d'une mission de service public, exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité, et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Donc sur ce point, la loi du 20 avril 2016 a pu sembler faire doublon lorsqu'elle a introduit dans le statut général des fonctionnaires la disposition qu'on a précitée, selon laquelle, qu'on a cité, le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Donc doublon, finalement, on peut se demander si la probité ne sert pas uniquement de vernis destiné à embellir l'image de l'administration de façon à restaurer cette confiance vis-à-vis de l'administration, donc chez les citoyens usagers. Et d'ailleurs, on observe que la probité est renforcée par les textes presque toujours après des affaires. La loi du 11 octobre 2013 a suivi l'affaire Cahuzac. La loi du 13
haute du 15 septembre 2017 sur la confiance dans la vie politique a suivi l'affaire Fillon. Mais on pourrait citer des affaires moins connues, par exemple la loi du 3 août 2009 qui a renforcé les règles en matière de pantouflage a suivi l'affaire Pérol. Bien avant, en 1934, le décret-loi du 4 avril 1934 interdisant la participation des fonctionnaires aux organismes de direction des sociétés commerciales a suivi l'affaire Stavisky. Donc finalement, à chaque fois que l'administration est décrédibilisée, hop, on renforce le devoir de probité parce que finalement, on s'aperçoit que les fonctionnaires ne sont pas si vertueux que cela. Donc il y a finalement ce vernis, cet affichage. Alors après, on peut effectivement se demander si cette réputation de l'administration est au cœur du devoir de probité. Il y a des arrêts du Conseil d'État notamment qui indiquent bien que certains comportements portent atteinte à la réputation de l'administration. Et effectivement, on peut se demander si la probité, ce n'est pas que cela. Est-ce que l'ambition n'est pas finalement de redorer le blason de l'administration? Alors il s'agit d'une vision un petit peu pessimiste, donc devoir de probité comme simple affichage, mais qui peut d'autant plus être soutenu que le nombre de signalements et de sanctions des comportements contraires à la probité paraît, à mon avis, particulièrement faible au regard des pratiques. Et donc si dans la fonction publique, finalement, l'administration se sert du devoir de probité pour améliorer son image, pour renforcer sa légitimité, on va voir que dans l'entreprise, la probité peut aussi être instrumentalisée, mais davantage pour renforcer le pouvoir de l'employeur. Merci. Vous avez compris, après nous être interrogés sur quel était le fondement de la probité, qu'est-ce que contenait la probité, un peu comme on se serait interrogé sur quel est le fondement de la morale et que contient la morale. En fait, on s'est posé la question de à quoi sert l'invocation de la morale, pour quelle fonction, à quoi sert l'invocation de la probité, pour quelle fonction. Et quand on s'intéresse au bien, c'est toujours utile de retourner de cette manière la question, parce que c'est souvent ce qui est le plus révélateur. Alors à quel moment surgit dans le droit du travail véritablement les références à la probité? Ce qui est étonnant, c'est qu'elles s'affirment très clairement quand il s'agit de renforcer ou d'étendre le pouvoir de l'employeur. C'est ce que je vais vous montrer très rapidement dans les toutes petites minutes qui me restent, sous trois terrains, le terrain de la vie personnelle, le terrain de la surveillance patronale et troisième terrain, le terrain de l'éthique en entreprise. Sur le terrain de la vie personnelle, ça peut s'expliquer en quelques mots et c'est peut-être une différence avec le droit de la fonction publique si je t'ai bien suivi. C'est le principe comme la sanction de la probité relève du pouvoir disciplinaire, les bornes du pouvoir disciplinaire, c'est la vie professionnelle. En dehors de la vie professionnelle, en dehors du temps et du lieu de travail, l'employeur n'a pas de pouvoir disciplinaire. Et donc, peu importe le comportement probe ou non du salarié, c'est indifférent en matière de contrat. D'ailleurs, quand vous avez un contrat de location, peu importe le comportement probe ou non probe de votre propriétaire, pour le dire simplement. Et on le voit, la Cour de cassation ici est très rigoureuse avec ce type de frontière. En tout cas, elle, depuis quelques années, elle tente de mieux tracer cette frontière. Par exemple, dans un arrêt de 2002 où le Crédit Agricole avait cru pouvoir sanctionner pour faute grave un salarié au domicile duquel on avait retrouvé, alors certes, un véhicule volé, des pièces d'identité falsifiées et des armes à feu. Bon, eh bien, ça ne constitue pas une faute grave. Ça ne constitue pas une faute grave. Pourquoi? Parce que ça relève de la vie personnelle. Et à moins de prouver l'existence d'un trouble objectif au fonctionnement de l'entreprise, donc le fait de montrer qu'il y a matière à un licenciement, non pas personnel, mais objectif, qui dérange le fonctionnement de l'entreprise, pas de licenciement possible de ce salarié, parce qu'on est en dehors du pouvoir disciplinaire de l'employeur. Mais à quel moment arrive la référence à la probité? Justement, la référence à la probité, elle arrive pour tenter d'étendre le pouvoir de l'employeur. Et il y a une petite ligne jurisprudentielle, quelques arrêts qui en témoignent, où la Cour de cassation fait référence à la probité, à l'obligation de probité. Par exemple, et je reprends des exemples, ce n'est pas inintéressant de le noter, qui étaient utilisés pour la loyauté. Donc on voit bien que les deux ne sont pas complètement figés. Où un salarié d'une caisse d'allocation familiale
qui faisait des fausses déclarations en matière de prestations sociales indues, donc dans sa vie personnelle, là, il manque à son obligation renforcée de loyauté et de probité. La chambre sociale met tout dans le même package, et donc il peut être licencié pour faute grave. On voit ici la référence à ce type d'obligation permet d'étendre le pouvoir de direction. On a la même chose pour un cadre commercial de banque qui faisait du vol et du trafic de véhicules. Sauf qu'à dire vrai, les exemples que j'ai datent de 2003 et 2006 devant la chambre sociale, et depuis, le terme de probité n'est plus employé par la chambre sociale, soit parce qu'elle n'a pas eu l'occasion, soit parce que peut-être la manière de rattacher, enfin d'étendre le pouvoir de l'employeur, c'est un peu différent. Maintenant, elle tente de rattacher ça via la référence à la vie de l'entreprise. Par exemple, un gardien qui stockait, fabriquait de façon illicite de l'alcool dans les dépendances du château qu'il était censé garder, et donc faisait un trafic d'alcool frelaté, peut être licencié pour faute grave parce que ce comportement peut être raccroché à la vie de l'entreprise. Pareillement, le comportement d'un salarié pendant un voyage d'agrément organisé par l'employeur, comme c'est rattachable à la vie de l'entreprise, ça peut être rattaché. Peut-être même que la chambre sociale, prudemment, délaisse la référence à la probité pour des choses plus sûres, s'agissant d'extensions aussi graves que celle d'un pouvoir disciplinaire dans la vie personnelle de la personne. Deuxième aspect de l'extension, et là j'irai très vite parce que soit ça peut durer très longtemps, soit ça se comprend très facilement. La référence à la probité, c'est une des grandes justifications avec la référence à la sécurité et à la protection des personnes pour étendre la surveillance. Et là, on retrouve probité et sécurité pour légitimer les fouilles des sacs à main, les fouilles des vestiaires, pour que l'employeur puisse mettre le salarié sur surveillance via des caméras, via des mises sur écoute, etc., jusqu'au contrôle du contenu de l'ordinateur du salarié. À chaque fois, c'est ce type de grands biens qui sont invoqués, et vous imaginez avec tout un débat sur la protection de la vie privée du salarié, mais effectivement, avec ce type de justification qui permet, là, ici, d'aller très loin dans l'atteinte à la vie privée du salarié. Et puis, troisième et dernier point d'extension, qui est encore d'une nature très différente, elle concerne le passage de la discipline à l'éthique. Et c'est un mouvement alors, qui est très ancien, où pas depuis une dizaine d'années, depuis une cinquantaine d'années maintenant, si on revient dans les vieux manuels de droit du travail ou de droit social international, il y a une pratique des entreprises, peut-être sous l'influence, mais pas simplement, des entreprises anglo-saxonnes, pas simplement parce que ça pourrait se rattacher à d'autres courants dans l'histoire du droit du travail, une tendance à créer des codes éthiques, des codes de conduite dans les entreprises transnationales ou dans les entreprises, qui visent à essayer d'objectiver les obligations éthiques ou morales du salarié, un peu comme s'il y avait une déontologie dans l'entreprise. Il n'y a évidemment pas de déontologie dans l'entreprise. Il n'y a pas de déontologie, d'obligation déontologique à la charge du salarié. Mais il y a cette pratique-là et qui pose tout un ensemble de problèmes de réception dans le droit du travail pour savoir en quelle mesure ça peut être inscrit dans le règlement intérieur ou pas, en quelle mesure ça peut créer effectivement des obligations à la charge du salarié, en quelle mesure ça porte atteinte à leur vie privée ou à leur vie personnelle. Effectivement, il y a une avancée de cette question de l'éthique en entreprise et Alexis évoquait avec raison la loi Sympa 2 qui ici marque probablement un tournant autour de la question de l'alerte professionnelle et des codes éthiques en prévoyant même, alors pour une catégorie d'entreprises très limitée, pour les entreprises de plus de 500 salariés et faisant un chiffre d'affaires consolidé de plus de 100 millions d'euros, donc pas toutes les entreprises, mais prévoyant même l'obligation d'introduire dans le règlement intérieur un code éthique en matière de lutte contre la corruption, et qui donc effectivement, où on voit une extension des références de probité autour de la question de l'éthique en entreprise, qui là, ici, vont permettre d'accroître, d'objectiver, d'accroître les obligations disciplinaires qui pèsent sur le salarié. Pour clore, vous avez vu en nous entendant deux choses. Pour ce type de comparaison, on a évidemment des vrais problèmes de comparaison et pas évidentes. Et pour synthétiser, elles sont de deux ordres. Elles sont de savoir comment est-ce qu'on pose une question, à quoi on fait attention. Est-ce qu'on regarde ce qu'est la probité pour le fonctionnaire ou pour le salarié, ou
comment elle est utilisée comme argument dans les raisonnements juridiques. Vous avez vu, notre plan répondait en réalité un petit peu à cette ambivalence. La deuxième chose, et en entendant les exemples et en entendant tous les exemples de cette journée, je me permets d'y réinsister, il y a vraiment un problème ou une difficulté dans ce type de comparatisme qui est de bien savoir ce qu'on compare. Est-ce qu'on a comparé là nos manières disciplinaires différentes de traiter de la question de la probité? Est-ce qu'on a comparé des règles différentes ou est-ce qu'on a comparé des solutions différentes? Et c'est vrai que constamment en discutant, c'était une des difficultés. C'est qu'on peut avoir des solutions apparemment équivalentes, mais sur des raisonnements complètement différents. On peut avoir des présentations doctrinales différentes pour des régimes juridiques pas si différents. C'est surtout à ce type d'épreuve qu'est convié celui qui fait de la comparaison, alors de la comparaison avec les droits étrangers, mais aussi, et c'était peut-être ma surprise, parce que ce n'était pas une comparaison à laquelle je me livrais souvent, quand on fait des comparaisons, alors on dit disciplinaire, ce n'est pas vraiment des disciplines, c'est plutôt des comparaisons entre branches, là ici, du droit, on retrouve ce même type de problème. Voilà. Merci.